On a trop de route à faire. Oh, et je vous jure, tous les jours, il y a quelque chose. On quitte l'Everest pour rejoindre nos voitures et reprendre la route. Mais arrivés sur place, les premières galères commencent. Now, your car is charging. Yes, and now we can start. You can start the engine. You can already start the engine. Yes, and then the alternator. When you're driving, after the alternator will charge it, okay? Comme vous pouvez le constater, la voiture de Carmé et Marc ne démarre plus. Leur batterie était vide. Nous avons donc chargé leur batterie avec les câbles depuis notre voiture, mais leur batterie ne se rechargeait pas. On tente de charger leur batterie de secours. Rien. On change le câble électrique de la batterie de secours. Rien. À part le faire cramer et d'avoir risqué de faire brûler leur voiture, ça n'a servi à rien du tout. Ah si, ça a fait péter leur fusible. Super. Carmé a regardé toutes les vidéos YouTube et les infos sur Internet, contacté son vendeur en Europe, mais rien du tout. Zéro solution. On s'est dit que c'était sûrement dû à l'altitude et au froid, mais les batteries se chargeaient et se déchargeaient dès qu'ils mettaient le contact. On ne sait absolument pas ce que leur voiture avait. On a même essayé de la tirer pour qu'ils tentent de la démarrer en roulant, mais rien. Après plus de 3 heures à essayer, Tanzin, notre guide, nous dit qu'il faut qu'on parte, car on a beaucoup de route à faire et qu'il était déjà plus de midi. Il a donc appelé un garage pour qu'ils puissent venir chercher leur voiture et la remorquer jusqu'à un garage dans la ville où nous devons rester 2 nuits. Du coup, on pousse la voiture de côté, Carmé et Marc vont dans la voiture à Daniel et nous, on prend le guide avec nous et nous reprenons la route. Après toute cette histoire de voiture, on n'a pas réussi à aller jusqu'à Chikazé, la ville où on devait rester 2 nuits. Du coup, on a dormi dans un tout petit village et on a fait la route le lendemain. On est arrivé vers l'après-midi à Chikazé et pourquoi on est dans cette ville? C'est parce qu'en Chine, tu es obligé d'avoir un permis chinois et une plaque chinoise pour la voiture. Du coup, c'est dans cette ville-là que tu t'occupes de faire ça. Donc c'est comme un service auto comme chez nous. Tu vas avec le guide, il te fait tous les papiers, tu as des trucs à remplir et on a reçu le soir même. Donc ça ressemble, la plaque c'est en bout de plastique que tu glisses derrière le pare-brise et le permis c'est dans le porte-monnaie recto verso. 18h, la voiture de Marc et Carmé arrive enfin au garage. Du coup, gros micmac d'organisation. Parce que notre guide Tanzin devait rester avec Carmé et Marc au garage, mais nous, le lendemain, on devait partir, on ne pouvait pas rester à Chikazé, et du coup, on n'avait plus de guide. Et par chance, le soir aussi, il y a un groupe de motards avec un guide de la même agence que nous, qui sont arrivés dans le même hôtel que nous. Du coup, Tanzin nous dit qu'on va partir avec eux le lendemain, on va se greffer au groupe, et puis Tanzin, Marc et Carmé nous rejoindra plus tard à Lhasa. Ah mais quel bordel, je vous jure. Bon, finalement, on va pas avec les motards. Du coup, eux, ils sont partis. Ils vont visiter le lac et compagnie. On prend Tanzin, notre guide, avec nous. Carmé et Marc viennent avec nous parce que leur voiture ne peut pas être réparée ici. Donc, elle repart sur un truck direction Lhasa. Et on espère qu'ils peuvent la réparer là-bas parce que s'ils peuvent pas la réparer là-bas, ils doivent rester ici. Enfin, ils peuvent pas aller jusqu'au Laos, quoi. Parce que si... Ils prennent le truck avec la voiture dessus jusqu'à la frontière, ok. Mais après, à la frontière, ils font comment avec leur voiture? Ils peuvent pas traverser la frontière. C'est un sacré bordel. Tous les jours, on a quelque chose, je vous jure.
là, on s'est arrêté au bord de la route parce qu'on a trouvé des toilettes. On a tous besoin de faire pipi. Et je vais vous montrer à quoi ressemblent les toilettes publiques en Chine. Ah, c'est top! Vous êtes prêts? Ah, je vous dis pas les odeurs aussi. Tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Bon, là on s'est arrêté pour manger après cette magnifique route avec les glaciers. On va gentiment repartir. Mais en allant manger, Daniel il s'est pris un panneau sur le crâne, ça l'a complètement ouvert le crâne là. Donc là je viens de le désinfecter tout le crâne. Ça a l'air d'arrêter de saigner, autrement on va lui poser des strips. Mais c'est un peu chiant de poser les strips avec les cheveux. Mais il est prêt à se raser les cheveux si jamais c'est le bordel. Bref, pas un jour sans problème en Chine. Et il y a un truc qui est assez marrant, c'est que là je suis au milieu de la ville et c'est super simple de se connecter à un Wi-Fi en Chine parce que tous les Wi-Fi, tous ceux que j'ai essayé jusqu'à maintenant carrément, le 90%, le mot de passe c'est 8 x 8 qui est le numéro de la prospérité chinoise, le numéro de la chance c'est de la prospérité. Et du coup tu te balades en ville, tu testes 2-3 Wi-Fi, tu mets 8 x 8 et puis la plupart du temps tu arrives à te connecter, c'est assez fou. Bon là on va gentiment repartir, je vais regarder avec Daniel s'il va mieux. Et puis on va aller jusqu'à là, ça. On verra, j'espère que ça va aller. Testé les chips au crabe frit, c'est dégueulasse. On dirait du surimi, pardon. Du surimi, mais c'est moins chimique, mais ça reste pas très bon. Celles aux algues, elles étaient incroyables. Après on en a mangé. C'était quoi les autres? À la bière. À la bière. Ça je crois que je vous l'ai déjà dit. C'était pétillant, ouais. C'était pétillant et un petit peu sweet. Et puis au barbecue, non. Non, à la viande. À la viande rouge. À la viande rouge, c'était pas mal. Donc on va encore vous faire tester d'autres trucs, mais en tout cas, ça, ne prenez pas si vous venez en Chine. À part si vous adorez le surimi. Mais moi j'adore le surimi. Hein. Et puis t'aimes pas les chips. C'est pas ouf. Moi je mange là-bas, j'ai faim. Voilà. Bon alors là on arrive à... On est à 5000 mètres. On vient de passer à côté d'une magnifique montagne. Là il y a plusieurs montagnes qui sont à plus de 7000. On est entouré de glaciers. C'est vraiment magnifique. C'est super beau. Oh regarde ça sur la gauche là. Oh là là. Depuis qu'on était arrivé au Ladakh, je me demandais si on allait voir un mastif tibétain, mais on les a enfin vus. Enfin vu un, il est pas si gros que ça, mais il était déjà balèze. Bon là, on attend encore. On attend le chef du groupe des motards qui est le patron de l'agence avec qui on fait ce trajet. Parce qu'en fait, la voiture est arrivée, enfin la voiture de Carmé et Marc est arrivée au garage, Mercedes. Et le garage a dit, on n'a pas le droit de toucher la voiture tant qu'on n'a pas l'aval de l'agence Mercedes qui est en Allemagne. Oh là là, du coup là il y a Bing qui arrive, on ne sait pas pourquoi on doit attendre le patron, parce qu'il a peut-être une idée.
Mais ça change rien que ce serait cool qu'on avance, quoi. C'est déjà 17h30. On a trop de route à faire. Oh, et je vous jure, tous les jours, il y a quelque chose. Bon, c'est l'aventure, c'est ça aussi d'être en groupe. Mais ah là là, demain, on n'est pas censé bouger de Lhasa. Donc c'est cool. J'espère qu'il va rien arriver à personne. Et puis que ça va être une journée calme. Quoi, ça part en couille? Ça part en couille, ouais. Abi, il était gueulé sur le guide il l'a tellement mal pris. Tu me montres pas ta face méchante, je suis là pour vous aider, machin. Enfin, on veut juste se casser, quoi. Mais bon, je comprends aussi, hein. Mais bon, ça sert à rien d'attendre ici. Mais pourquoi on doit attendre Bing? Le Bing, il est là. Oui, mais à quoi ça sert de les attendre? Parce que Bing, il a une idée, peut-être. Mais j'en sais rien, faut qu'on y aille. Moi, je m'en fous, au final. Moi, je m'en bats les steaks. Oui, tu parles. Ce matin, t'étais joli. tendu comme un string. Hein. Je suis pas tendu, on attendait. Ça me saoulait juste de pas pouvoir voir le lac. Maintenant, on a vu le lac. Tu vois. On aura juste pas un canard pékinois ce soir, quoi. Pourquoi? Bah, parce qu'on va arriver tard, moi je vais dormir, j'ai des trucs à faire aussi sur l'ordi et tout. On a encore, je pense, 3 heures de route minimum. Donc, quoi? Ouais. Bah ouais, je pense. On est un peu plus de la moitié là. Bah ouais, du coup, on a fait combien de temps jusqu'à maintenant? Putain, on a fait 5 heures. On a fait 5 heures. On a fait 5 heures, donc je pense qu'il reste encore 3 heures. Il y a un col. Donc, mais c'est très joli, on est bien là, au soleil, de la vue et tout. Il fait trop froid, Tim, il y a Mais là, trop de un vent. pic qui s'énerve, je savais que ça allait partir en couille. J'étais au bout depuis ce matin, alors là, c'est bon, je suis parti en couille. Comment ça va parler en suisse allemand là? Tu sais, quand tu parles en suisse allemand, gars, c'est pas. C'est comme Guido au Comme Pakistan. Guido, comme Guido au Pakistan, tu m'en marques les Allemands. Quand tu commences à parler en allemand, c'est peut-être que ça va pas aller. Pourquoi c'est vert et puis c'est vert pour les gens d'en face aussi là? Faut m'expliquer là. Comment tu veux qu'on traverse? Vous avez fait quoi avec vos feux là? On n'est pas près d'arriver. Oh, j'ai bien pissé. Oh, comme il est trop bien éclairé. Ah. Oh, on dirait la maquette. Putain, on dirait pas que c'est réel. On les a officiellement perdus. Bon, nous voilà arrivés à Lhasa. On est arrivé à 9h15 hier soir. C'était un de ces bordels de traverser cette ville. Du coup, on est enfin arrivés. Là, on a bien dormi. Et aujourd'hui, on va aller visiter un monastère. Il est énorme. On va vous montrer tout ça. Il est vraiment énorme de chez énorme. Marc et Carmé, ils vont rester là toute la journée pour aller au garage avec leur voiture. Ils espèrent qu'ils ont l'autorisation. En fait, c'est la pièce qui est sous le volant qui est avec le contact de la clé qui a un problème. Donc, ils doivent trouver la pièce.
doivent configurer la pièce avec leur clé de voiture. Donc on espère qu'ils arrivent à le faire aujourd'hui. Ils espèrent aussi qu'ils ont la pièce. Et sinon, ils doivent rester à Lhassa jusqu'à ce que ça soit réglé. Donc peut-être qu'on va être splittés. Eux, ils vont rester là et puis nous, on va continuer sans eux. On attend ce soir pour avoir des nouvelles. Et puis nous, la grande journée de visite dans la ville de Lhassa. C'est notre premier jour où on est tranquille, enfin où on roule pas quoi. Donc ce soir, on redort à l'hôtel ici. Tout cool. Bon, la visite là c'est ultra strict parce qu'il y a tellement de monde qui veulent visiter ça que quand tu prends ton billet, tu as une certaine heure où tu dois arriver pour rentrer dedans et après tu as une limite de temps à l'intérieur. Donc on a 1 heure pour visiter tout le palais. On a 1 demi-heure pour monter, 1 demi-heure pour descendre, 1 heure à l'intérieur. T'as pas le choix. Si t'arrives tard, t'as pas le droit de rentrer dedans. Du coup, on est super content d'avoir visité le Ladakh avant, d'avoir vu la culture un peu tibétaine authentique, parce que comme vous pouvez le voir au Tibet, ils ont perdu un peu d'authenticité à cause de l'occupation. Moi j'ai pas le droit de dire ça, à cause de... C'est pas mieux toi en fait. Du coup on a perdu un peu d'authenticité, c'est très contrôlé, c'est devenu vraiment voilà, un truc où les gens ils viennent visiter et tout, mais... Ouais, c'est très différent quoi, c'est moins authentique que ce qu'on avait au Ladakh et les petits monastères avec les petits moines qui vivaient quoi. C'est très joli hein, mais c'est devenu plus une attraction qu'autre chose malheureusement. Voilà, là on est rentré à l'intérieur du palace Potala. Et il y a plein de contrôles de sécurité bien sûr, la police partout, des caméras de sécurité partout. Et bien sûr, il est interdit de rentrer avec des produits inflammables et des briquets. Je pense que vous pouvez vous en douter pourquoi. Donc voilà, c'est très détente comme atmosphère ici. Mais c'est un peu moitié-moitié. Parce qu'autour de nous, c'est ultra apaisant. Les bâtiments sont magnifiques. Tous ces endroits de prière, tout ça. Oh, merci chérie. Les arbres, c'est très apaisant. Puis quand tu vois la police, là, comment c'est strict, ça casse un petit peu le truc. Le monde. Bon, du coup, ce palais, c'était vraiment le centre du pouvoir. Donc il y avait le centre du pouvoir religieux et le centre du pouvoir politique pour tout le Tibet jusqu'à que ça fasse partie de la Chine. Le Dalai Lama actuel, il vit en Inde et il vivait là en fait jusqu'à ses 25 ans, jusqu'en 59 où le Tibet a été annexé à la Chine. J'ai tellement peur de finir en prison. C'est tellement délicat de parler de tout ça. Il y a tellement de trucs, tu peux pas parler. Nos guides, des fois on pouvait parler de choses et tout, mais fallait que tout soit éteint, fallait que même avec caméra. les gens, voilà, parce qu'il y a des choses qui sont très très délicates et puis qu'il y a des risques énormes. Ils sont là. On a perdu notre groupe. Bon, il nous reste, je crois, plus de 300 marches à monter là. Je plains les gens qui arrivent en avion à Lhassa puis qui étaient au bord de la mer et qui arrivent et qui doivent se faire les 300 marches à 3000 mètres d'altitude. Oui, ça devrait le faire.
Ils vendent des bouteilles d'oxygène partout. Même dans l'hôtel, t'as un stock de bouteilles d'oxygène hallucinant. Le palais de Potala est perché sur une colline à environ 3700 mètres d'altitude, dominant la ville de Lhasa. Le palais de Potala est aujourd'hui un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et un symbole du Tibet. Environ 5000 visiteurs par jour visitent le palais. Ce nombre peut varier en fonction des saisons et des restrictions. L'architecture du palais avec ses murs de pierre massifs et ses toits dorés est impressionnante. Sa hauteur atteint environ 13 étages et il compte plus de 1000 pièces, incluant des salles de prière, des dortoirs pour les moines et des bibliothèques contenant de précieux manuscrits bouddhistes. Le palais de Potala est divisé en deux parties, le palais blanc et le palais rouge. Le palais blanc servait de résidence et de quartier administratif pour le Dalai Lama. La couleur blanche symbolise la pureté, la paix et l'harmonie. Elle est aussi liée à la compassion et à l'enseignement spirituel, qualité essentielle de la mission du Dalai Lama auprès du peuple tibétain. Le palais rouge est la zone la plus sacrée et spirituelle du palais. La couleur rouge représente le pouvoir spirituel et l'énergie divine. Cette partie est dédiée aux prières, aux rituels religieux et à la mémoire des Dalai Lama passés. C'est dans le palais rouge que se trouvent les stupas funéraires et les chapelles. Les stupas funéraires sont souvent richement décorés avec de l'or, des pierres précieuses et des offrandes de soie. La stupa du 5e Dalai Lama, qui a été l'initiateur de la construction du palais de Potala, est la plus grande et la plus somptueuse. Cette stupa mesure 12 mètres de haut et est recouverte de plusieurs centaines de kilos d'or, incrustée de milliers de pierres précieuses telles que des turquoises, coraux et ambre. Oui, elle se trouve bien à l'intérieur de ce palais. Ces stupas abritent les reliques de chaque Dalai Lama décédé, scellant symboliquement leur énergie spirituelle dans des structures qui sont à la fois des lieux de prière et de recueillement pour les fidèles. On va essayer après de se balader un peu dans la ville. Parce que là, c'est le palace, c'est pas les monastères. Et on va aller voir dans les monastères de la ville un peu comment ça se passe. Dans notre hôtel, on avait plein de lamas, il y en avait environ une cinquantaine qu'on a croisé hier. Donc j'aimerais bien si on puisse discuter avec, c'est magnifique. Mais bon, les gens ils osent pas trop parler dans cette région, ce que je comprends. Ils prennent des risques de nous parler de plein de choses. Même là, sinon on veut retourner en Chine, il y a plein de choses malheureusement on peut pas trop en parler. C'est triste. Donc voilà, on ira faire un petit tour des monastères après dans la ville. Je crois qu'on doit aussi aller visiter un temple et tout, donc on va aller voir un peu comment ça se passe dans la ville. On est sorti du palace et puis on cherchait un restaurant, on était dans la vieille ville et on a trouvé une méga cantine où il n'y a que des Tibétains dedans. Il n'y a pas de touristes, même des touristes chinois et tout, c'est magnifique. Ça a l'air super bon et tout. Attends, c'est chaud. Ça va être trop bon! Alors on a reçu des petites aubergines là avec du riz, c'est trop bon. Là je crois qu'on a de la viande, des patates et du riz, ça a l'air fou, ça a l'air fou. Oh. Autant la ville de Lhasa depuis la vue depuis le palace c'est pas beau, mais la vieille ville elle est magnifique. C'est de toute beauté. Tous les magasins d'offrandes, c'est super beau. Puis les bâtiments, tout, il y a des détails, des écritures. Des magasins de viande. Ah non, j'adore. C'est incroyable, Tim. Ah, on sort de la vieille ville. Et ça me donne trop de... Ils sont trop belles d'émotions. On ressort par la sortie là.
Je sais pas si on voit là, mais il y a des drapeaux de prière qu'on voit sur les maisons et tout. C'est pour éloigner les fantômes. Et tous les nouvel an tibétains, en fait, ils vont changer les drapeaux de prière. Ceux qui sont sur l'école, là, on voit partout sur l'école et tout ça, tu peux rajouter tout le temps. Par contre, ceux sur les maisons, c'est que durant le nouvel an tibétain. Et en fait, tous ces drapeaux de prière, en fait, ils viennent de la religion qu'ils avaient avant. Au Tibet, avant, c'est la religion qu'ils appellent Bon. Et en fait, c'est une religion qui avait 6 à 8 000 ans. Et après, il y a le bouddhisme qui est arrivé et ils ont mélangé en fait des parties du bouddhisme avec la religion Bon. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça le bouddhisme tibétain, qui est différent du bouddhisme qu'on verra dans quelques mois en Asie du Sud-Est, qui est un bouddhisme qui est totalement différent. Et puis aussi, là, on va voir, là, il y a plein de énormes cheminées avec des encens à l'intérieur et tout. Et puis en fait, toutes les offrandes qu'ils vont faire devant les statues et tout, c'est qu'en fait, ils estiment que Bouddha, en fait, il va se nourrir avec les odeurs. Donc ils vont mettre des fruits ou des encens et tout, et il se nourrit avec les odeurs des offrandes, en fait. Alors là, on est à l'endroit le plus sacré, un des plus sacrés pour les bouddhistes, parce que c'est ici qu'ils finissent le pèlerinage. Et leur pèlerinage est vachement compliqué. On a vu 2-3 personnes passer où en fait, ils font une prière, ils se mettent à genoux et après à plat ventre, et en fait, ils avancent comme ça depuis leur village natal, depuis leur monastère natal, jusqu'à ce temple ici. Et ça peut prendre, certaines personnes vont faire 2000 km en avançant, en priant par terre. Donc vraiment, ils vont se mettre sur les genoux, ils vont se mettre à plat ventre et après, ils vont avancer gentiment avec des chaussures sur les mains, c'est ça ? Pour un peu mieux vous expliquer, ces pèlerins portent souvent des coussinets en bois ou en tissu sur leurs mains et leurs genoux pour se protéger. Et ils répètent des mantras pendant la prosternation. La prosternation complète, qui semble physiquement éprouvante, est une démarche spirituelle puissante pour les pèlerins. Elle symbolise l'abandon de l'ego, l'humilité et la purification du corps, de la parole et de l'esprit. En touchant le sol avec le front, les pèlerins manifestent leur soumission à la sagesse de Bouddha et leur engagement dans la voie de l'illumination. Les prosternations répétées servent également à purifier les péchés passés et à accumuler des mérites pour les vies futures dans l'optique bouddhiste du karma et de la réincarnation.